Vous fuyez par la porte, vous avez abandonné Jean à son funeste sort. La porte est là devant vous, elle n'est qu'à quelques mètres. Vous l'ouvrez en urgence, boum, vous déboulez dedans, presque, vous la sortez quasiment de ses gonds. Ça donne sur un couloir en pierre qui abrite des casiers en pierre. Vous courez ensuite vers un escalier. Vous arrivez quasiment au sommet des escaliers lorsque vous entendez un cri. Celui de cette femme, de cette créature, un cri perçant qui vous glace le sang. La lumière de vos lampes vacille et s'éteigne. Vous êtes dans le noir, vous vous appuyez contre les murs. J'essaye de manière précipitée de rallumer ma frontale, non? Ça marche pas, vous butez sur des pierres. Je tâtonne en avant comme pour continuer à avancer, pour m'éloigner le plus loin possible de cette chose. Tu avances, vous aussi? Moi, Oui. j'essaie de faire confiance à mes autres sens et d'essayer d'entendre quelque chose, du bruit, du vent quelque part, pour essayer de voir une direction. D'accord. Moi, très je bien. suis encore sous le coup de la possession violente sous lequel j'étais. Je cours à perdre haleine avec le peu de corps qui me reste. Et je me prends des pierres, mais je continue à avancer. Vous avancez tant bien que mal. Vous glissez souvent. Le sol est vraiment instable. Et puis, la lumière de vos lampes revient. Ce que vous touchez, ce sont des os, des ossements humains. Les murs, le plafond, le sol, tout en est recouvert. En fait, le couloir, c'est comme un ossuaire géant. Un ossuaire stylisé avec des rosaces de crâne, de fémur. Il y en a partout, vous en avez déjà vu. Mais là, ça prend des proportions gigantesques. Je continue à avancer, tâtant du pied pour voir que rien ne s'écroule, ne s'éboule, et j'avance comme mu par la seule volonté de survivre. Survivre. Moi, je le suis dans la foulée, je ressens limite plus de douleur, j'ai une grosse montée d'adrénaline. Sur les os sur lesquels on bute, je vois je sens un os qui est très très dur et assez long. Je le prends au cas où, je me dis ça pourra toujours me servir d'arme, et je continue à courir dans la direction d'Axel, que je ne vois pas mais que je sens devant moi, que j'entends. Vous avancez dans ce couloir, alors que le sol se dérobe parfois sous vos pieds. Il y a plusieurs chemins possibles, gauche ou milieu. Gauche. Gauche. À gauche toute, ok. Vous continuez d'avancer, c'est pareil, encore un nouveau choix, droite ou gauche? Gauche, Gauche. toujours gauche. Gauche, ok. Dans le feu de l'action, vous avancez de cette manière-là, c'est une stratégie. Le choix se renouvelle encore, à gauche toute, à chaque fois. Puis, des cris résonnent autour de vous. Devant vous, des murs sortent des silhouettes humaines, sombres, décharnées, comme des ombres. Et elles sont luisantes, elles semblent composer un peu de la même substance que la créature d'en bas. On passe Pas en sans force. force. Elle commence à essayer de vous agripper. Je les tape avec le fémur que Tu j'ai choisis de te battre. Je lui mets un gros coup avec le fémur que j'ai dans la main. Je mets un gros coup dans la forme humaine qui se détache du mur. Il me déforme. C'est comme si elle s'évaporait, le liquide sort sur le côté, elle est KO. À vous. Je frappe de toutes mes forces en hurlant. Je donne des coups de toutes parts avec mes mains, avec mes pieds, avec ma tête. Quant à moi, je continue à me battre avec mes mains, avec mon laserman. J'essaie d'avancer coûte que coûte, sans prendre considération de ce qui se passe pour eux. J'avance. Il y a une créature qui arrive à t'agripper la cheville. J'essaie de la planter, j'essaie de donner un coup. De toute façon, je suis comme en transe. Elles s'évaporent, pareil. Elles sont relativement faibles, en fait, ces créatures, vous en apercevez. En revanche, elles se rapprochent dangereusement. Leur nombre, il va croissant. On continue de fuir en frappant. Je continue de fuir en frappant de tous côtés. D'accord? Je continue à avancer comme je le Oui. peux. Je ne sais pas où sont les autres, je ne vois plus rien. J'ai du liquide dans les yeux. Très bien, vous continuez de courir. Alors que vous arrivez à un carrefour, les cris résonnent dans le catacombe. Et dans vos têtes, les créatures s'arrêtent. Elles se figent. Elles reculent. Comme apeurées. Et là, la grande silhouette sort des ossuaires. Elle tend la main vers vous et vos lampes s'éteignent encore. Je recule. Je vais pas en direction de cette chose. Je me colle au mur, je ferme les yeux, je bouche mes oreilles. Je serre les dents, je me mets en boule. Je ne veux pas être influencée, je ne veux pas être attrapée par cette chose. Et moi, j'en peux plus. Je me dis foutu pour foutu. J'ai encore l'os dans les mains. Je cours vers elle et je vais pour lui mettre un espèce de grand coup de fémur en plein dans la gueule. Tu frappes dans le vide et tu t'écroules sur les crânes parce qu'elle s'est évaporée d'un coup. Elle réapparaît derrière vous. Je reprends ma fuite en avant. Moi aussi, du coup, Moi aussi. si elle s'est décalée, je repars. Donc tâtonnez. Je tâtonne, mais il faut continuer à avancer. Oui, c'est ça. Coûte que coûte. Vous êtes essoufflé. Vous n'entendez plus de bruit. Vous commencez à perdre vos repères. J'ai l'envie de m'en sortir. Alors que tout à l'heure, j'avais abdiqué toute volonté, je voulais me laisser absorber.
Je ressens un instinct de vie fort en moi, de survie. Je leur demande qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Je me tourne vers eux. Comme Lucie, je sais que je suis pas prêt à renoncer et je pense à mon frère très fort et je me dis non, je te rejoindrai pas tout de suite, je te rejoindrai pas tout de suite, j'ai pas envie de mourir. Peut-être qu'on pourrait regarder nos portables, essayer d'appeler. Est-ce que quelqu'un a du réseau? J'essaie de sortir mon portable, mais j'ai un bras cassé, j'ai la main en sang. Je n'y arrive pas. On a une option lampe sur nos portables et j'essaie de sortir mon portable. Est-ce que je le trouve? Oui, tu le trouves. Et du coup, je mets l'option lampe et je me tourne vers eux, je les éclaire et je vois leur tête. On dirait qu'ils ont vu la mort en face, ils sont complètement hallucinés. Et avec Lucie, on regarde Axel pour savoir lui ce qu'il compte faire, ce qu'il veut faire, s'il a une idée. Là, quand tu sors ton téléphone et que tout d'un coup la lumière s'allume, je reprends conscience que oui, moi aussi j'ai cette fonction sur mon téléphone, je le sors aussi, j'allume et donc la lumière de mon téléphone s'ajoute si ça s'allume bien. Oui. Dans nos yeux, une fraction de seconde, oui, c'est détermination de survivre, quoi qu'il en coûte. D'accord. À ce moment-là, Sacha, tu entends le premier, la voix de Jean qui appelle à l'aide. Est-ce que cette voix, elle arrive de derrière nous? C'est de là d'où on vient? C'est de là d'où on vient? Oui. Il y a Jean qui appelle, d'accord. Ok, est-ce que... Moi, j'ai pas envie de prendre le risque Lucie, de tu faire sens demi-tour. quelque chose te frôle dans le noir. Je sursaute. Quelque chose m'a touché. Vous avez rien senti? Ça fait un petit couinement. C'est un animal ou je sais pas, un truc râpeux là, une bête. Je crois que c'est un rat. Je tourne ma lampe vers Lucie pour voir s'il y a quelque chose. Tu vois un rat qui s'échappe. C'est bien un rat. Bon, continue, on s'en fout. Moi, j'irai pas chercher. Je reste pétrifiée. J'ai vu un rat, je peux plus bouger. Je suis en train de m'imaginer qu'il y en a plein dans le couloir qui vont arriver. Je commence à avoir envie vraiment de dégueuler. Il y a des craquements d'eau et d'autres bruits de pas très légers sur les ossements. C'est au fond du couloir, vous ne pouvez pas encore le voir. Quelqu'un qui respire. On avance. J'ai des frissons, j'essaie de me forcer à avancer, mais je suis prise de tics. Je continue mon chemin. Je m'en fous. Pour me mettre le plus loin possible de ce danger. Moi, j'entends les pas qui arrivent tout doucement au loin. Je cache mon téléphone avec la lampe pour éviter de donner ma position. Et j'arrive vers Lucie, tout doucement. Le but est vraiment de disparaître, de faire comme si on n'était pas là, qu'on ne nous voit pas. Je mets juste la main sur la bouche pour lui faire signe de surtout pas parler, de rester immobile et de plus de bouger. On entend les pas et on entend Axel au loin qui continue à courir. Mais non, Très bien. Et pourtant, la créature avance vers vous. Moi, je peux pas bouger. Je reste comme ça en essayant de cacher mon téléphone, la lampe, en fermant de plus en plus fort. Et je me dis, c'est trop tard, j'aurais peut-être dû partir avant avec Axel, mais c'est trop tard maintenant. Donc ma stratégie est de faire le mort. Je suis pas là. J'attrape Sacha par la main. Je peux pas avancer. J'ai peur qu'il y ait des rats. Il y a des rats. Viens, on y va, il faut pas rester là. J'ai des frissons dans tout le corps, j'avance comme une espèce de demeurée, mais j'essaye d'avancer. Je sais pas si elle me suit. Ah oui, elle continue vers vous. Tu m'entraînes et pendant que tu m'entraînes, je me laisse complètement tirer et je prends mon téléphone et je commence à filmer avec le flash. Et je vois un truc au loin qui effectivement avance de plus en plus vite. Ça n'a même pas l'air de marcher, ça glisse, ça flotte, c'est très étrange. D'accord. Et on continue à courir. Vous remettez à courir. Axel, lui, a pris beaucoup d'avance. Tu as commencé à escalader une espèce de pente. Tu as ton portable, c'est ça? Donc tu vois clairement, c'est composé d'ossements humains. Tu la gravis, tu commences à monter, et tu arrives au niveau d'une porte lourde, rouillée. C'est une porte blindée, circulaire. J'essaie de tirer, de pousser, de voir comment celle-ci pourrait s'actionner pour qu'elle puisse s'ouvrir enfin. En fait, elle est déjà à moitié entrouverte, donc tu pourrais la tirer pour donc l'ouvrir. je tente. C'est très lourd, mais tu arrives à la bouger légèrement. Ça va te prendre du temps pour l'ouvrir tout seul. Pendant ce temps, la créature vous poursuit toujours, vous l'imaginez. Vous arrivez au niveau de la pente et vous voyez, avec vos portables, Axel en train de tirer la porte vers lui. Et vous commencez à gravir, vous aussi, ces ossements. Et vous sentez le souffle glacé qui revient. Il se rapproche encore. C'est là, derrière vous. Vous entendez des rats qui couinent. Oh, tu entends particulièrement ces rats.
Tu sens du mouvement autour de toi, ça grouille, les rats fuient, tu mets les mains sur quelque chose, il y a un rat qui te mord la main. Et puis, vous touchez vous aussi cette porte. Je vais avec Axel et je pousse aussi de toutes mes forces la Lucille. porte. Je me jette sur la porte en hurlant, je sens des rats me passer sur les jambes, sur les pieds, j'ai mal à la main, je vis ma pire peur, je frissonne, j'ai envie de vomir, mais je continue à pousser comme une folle, je veux sortir à tout prix de là. Vous tirez tous ensemble. Ça commence à venir. Vous arrivez à créer une ouverture. Je me faufile à l'intérieur. Immédiatement, les lampes frontales s'allument. Les rats se faufilent toujours entre vous. Vous êtes dans une espèce de bunker. Et c'est à ce moment que vous entendez la voix de Jean. « Attendez-moi! Pitié, attendez-moi! Pitié !» Je me détourne complètement, faisant fi de ce que j'entends, ne voulant pas l'entendre, et je cherche une issue. Je sursaute, j'ai un mouvement sauvage pour revenir en arrière, mais je ne peux pas, je vois trop de formes qui bougent sur le sol, j'ai l'impression que je vais me faire dévorer comme ce mec dont j'ai entendu parler dans la prison. Je continue vers l'avant. Jean continue de crier à l'aide. Je me jette sur la porte pour la fin. C'est lourd, c'est très lourd. Je viens pour Au l'aider. secours! Aidez-moi! J'hésite, Pitié! j'entends cette voix, j'écoute, j'ai l'impression que c'est vraiment sa voix, et je me rappelle que cette espèce de chose peut prendre des formes, et je me reprends, je me dis non, 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 et je les aide à fermer la porte. On peut pas savoir si c'est vraiment lui ou pas. Après ce qu'on a vu là, c'est pas possible. Vous jetez sur la porte pour la fermer, d'accord. Vous commencez à la fermer et il y a Jean qui est arrivé au sommet. Attendez-moi! Attendez-moi! Pitié, attendez-moi! Écoutant que moi survie, je m'arrête pas. Moi aussi. On pousse la porte. Non, s'il vous plaît, non! Il y a même des rats qui essayent de passer, on s'en fout, ça les écrase et on arrive à fermer la porte d'un coup. Et la porte se referme sur son cri et un cri encore plus puissant arrive. C'est le cri de cette créature qui prend tout l'espace, qui résonne même à l'intérieur de ce bunker. Et vous entendez Jean qui hurle à la mort. Vous vous regardez hébété. Qu'est-ce que vous venez de faire? Je me dis c'est pas possible, c'était pas lui. C'était pas lui, c'était une illusion. Et j'entends son cri résonner dans ma tête. Et je me sens de plus en plus mal. Je me dis, on l'a abandonné, on l'a tué. Je revois toutes ces années passées avec lui. Je me dis, je le reverrai plus. Est-ce que vraiment je le reverrai plus? J'ai moins de scrupules, je trouve ça horrible ce qui lui est arrivé. Et en même temps, j'ai cette sensation que si on l'avait entendu, ce serait pas que lui qui serait mort, ce serait nous quatre. Et donc, aussi terrible que ce soit, je sais que c'est la bonne décision. J'en suis convaincu. Moi, je me retourne à... Exorbitant, je veux vivre, je veux vivre! Boum! Des coups résonnent contre la porte blindée. Des lourds coups, à plusieurs reprises. Le blindage semble résister, malgré le bruit inquiétant de ce métal qui se tord. Je me tourne vers la direction opposée, cherchant une porte, quelque chose, une issue. Vous éclairez un peu autour de vous. Vous êtes dans une espèce de bunker. La structure est vraiment en mauvais état. Dans la pièce où vous êtes, il y a des fissures un peu partout. Le sol est enfoncé par endroits et donne sur des petites cavités où les rats se sont enfuis. L'endroit est recouvert de suie et de poussière et le matériel à l'intérieur est calciné. Il y a de la paperasse brûlée au sol, des documents, des carnets brûlés. Il y a une pièce où tu vois des lits de camp de ferraille qui ont rouillé. Ils sont pas brûlés, eux. Sur le sol, tu vois des vieux documents moisis, des carnets. Certains sont ornés de symboles nazis, SS. Tu vois vite fait peut-être le cadre d'un dignitaire nazi qui porte des Je me lunettes. détourne entièrement tous ces détails pour chercher juste une issue. Et vous, que faites-vous? Moi, je me dis que je repense tout d'un coup à Lucien Genet, je repense à ce qui marquait sur les Boches, et je repense au fait qu'il y a eu une suite dans son journal, et donc si on a retrouvé son journal, c'est qu'il en est sorti à un moment, et donc c'est qu'on est quand même sur la bonne voie. Je me dis que c'est la bonne voie vers une sortie. Très bien. Et je cherche, j'arpente le bunker partout. Je sais pas ce que je trouve, mais je cherche. Toujours ces coups qui résonnent contre la porte. Je m'accroupis, je cherche comme une folle au sol, je cherche une sortie, je tape dans le mur, peut-être qu'il y a une fausse porte, au plafond. Je demande à un des deux garçons, est-ce que quelqu'un peut me porter comme ça, je pourrais essayer de voir s'il y a une ouverture en haut. J'agis de plus en plus vite au fur et à mesure que les coups accélèrent. Tu restes un peu dans la pièce principale, tu regardes au niveau des Partout. fissures, au Oui. niveau des cavités, Oui, etc. oui. Tu vois qu'effectivement il y a des passages au niveau du sol, mais c'est beaucoup trop étroit en fait. C'est des décombres. Axel,
Tu continues ta fouille. Il y a un placard à moitié défoncé. C'est un peu le seul endroit, tu as un peu de mobilier en ferraille, mais il n'y a pas de choses apparentes dessus. Que fais-tu? Bah, je sais pas, je pousse le placard, imaginant qu'il puisse avoir un trou derrière. Je ne sais pas, je fouille de façon Ok. complètement... Tu ouvres le placard, tu l'ouvres tellement violemment que le cadre se décroche, il se brise. À l'intérieur, ce sont des uniformes militaires, des uniformes de soldats. Il y a des masques à gaz poussiéreux, tu continues de fouiller. Et il y a une sacoche au Je genou. l'ouvre. À l'intérieur, des grenades. Des vieilles grenades. Vous savez, ces grenades longues de la Seconde Guerre mondiale. C'est celle-ci. J'en Grenade saisis, il y en a allemande. combien? 4. Ouais, j'en saisis au moins 2. D'accord. Et je prends le reste de la sacoche que je mets autour de mon cou. Et je leur hurle depuis un moment, j'ai trouvé des grenades! Et je continue à chercher à nouveau une issue, en tout cas quelque chose d'autre. Toi, tu as peut-être trouvé un passage. Oui, mais j'entends le mot grenade. Oui. Et je fonce vers Axel. Et je me dis, peut-être qu'on peut réussir à en balancer par la porte. On va tuer toute cette saloperie. Là, j'ai tout de suite une envie de tout défoncer, de tuer tout le monde. Moi, je pense que les grenades sur la bestiole, là, c'est pas une bonne idée. On a vu qu'elle était complètement impalpable et inconsistante. J'ai l'impression que ça serait comme tirer dans du vent. Pendant ce temps, les bruits redoublent d'intensité. Vous sentez que la porte est en train de céder. Je reviens vers eux, j'ai mis ma sacoche en bandoulière, j'en tiens 2 dans la main. Il n'y a pas d'issue. J'ai trouvé une brèche dans la salle principale. Vous voyez, je me demande si on pourrait pas plutôt utiliser une des grenades pour agrandir ce passage dans lequel on peut pas passer. Est-ce que quelqu'un sait ouvrir une grenade? Oui, moi je sais, je les ai lus dans le manuel de certains trucs, c'était au Tiens. programme de mon agent. Ok, super. Donc je prends la grenade. Et où la brèche contre la moi? Elle est là. Ok. Et je lui indique une sorte de brèche entre des gravats. On aura 10 secondes avant que ça explose. J'ouvre la grenade, je la balance dans la brèche, Ok, je commence à courir vers Vite, l'autre vite, pièce, vite. là où j'ai trouvé les grenades. Je le suis en on courant. prend vite les matelas et on se cache aussi derrière pour éviter que ça... Enfin, pour avoir un truc, une protection. Vous restez derrière bien planqué à l'abri. Je compte dans ma tête. La 3. porte, il y a toujours des coups dessus, et puis elle cède. Et à ce moment-là, vous attendez une explosion. Il y a beaucoup de poussière, vous toussez, et puis, au bout d'un moment, ça semble s'apaiser. Ce brouillard de poussière commence à se dissiper. Que faites-vous? Je m'approche vers la pièce principale où il y avait la porte blindée et le peut-être trou qui a été fait, et j'éclaire cette pièce avec mon téléphone portable. Qu'est-ce que je vois? Ce que tu vois, c'est que le passage au niveau de la porte du bunker s'est complètement effondré. Donc il n'y a plus d'accès par là. La créature, elle n'est plus là. Et si tu te penches, il y a un passage qui s'est créé grâce à l'explosion de la grenade. Il est suffisamment grand pour qu'on puisse s'y faufiler. Oui, Je m'y engage. d'accord. Tu passes la première alors. J'ai les yeux qui me brûlent de plus en plus entre la poussière, le sang, tout ça, ça me brûle énormément. Mais je distingue Lucie qui s'engage dans le passage et en me limitant, en fermant les yeux, je la suis. Je fais la même chose, je les emboîte. Je limite pris de court par leur mouvement, et sans réfléchir, comme si je voulais passer devant, en fait, je cours derrière eux. Vous vous enfoncez dans cette petite galerie. C'est un petit tunnel. Vous passez par de nouvelles chatières. Vous avez parfois l'impression que vous allez rester piégé dans ce tunnel, parce que des fois il y a des blocs qui tombent à côté de vous. Au bout de presque 1 heure de lutte, 1 heure? Bordel. 1 heure à ramper comme ça dans le froid, dans l'eau usée, il y a une odeur nauséabonde qui commence à vous piquer le nez. Vous rencontrez des blattes, des insectes, vous en écrasez certains alors que vous avancez. Au bout d'un long moment où vous n'échangez aucun mot, vous tombez sur une petite grille. De l'autre côté, ça semble être un nouveau tunnel, grand celui-là qui est perpendiculaire à celui où vous êtes. La grille te semble fragile. Je l'attrape avec ma main valide, j'essaye de secouer un petit peu. Je me tourne vers les garçons. Je me dis, vous pensez qu'on peut l'arracher? Vous pensez qu'on peut essayer de sortir? Encore mieux, elle te reste. Elle me reste Entre dans les les mains mains. au moment où je me tourne vers eux. Je la jette. Je regarde un petit peu à l'intérieur. Qu'est-ce que je vois?
Il y a donc ce tunnel avec 2 berges de part et d'autre et un fleuve d'eau usée au milieu. Tu es dans les égouts. Dans les égouts. Ça sent bon, ça, non? C'est bien si les égouts, c'est pas trop Oui. bas, ça? On se rapproche de Là où il y la a- surface. là où il y a égout, il y a possibilité de sortie en tout cas. Bah, je m'engage. Très bien, tu t'engages. Moi, j'y vais plutôt Dès de qu'il faute a d'ailleurs. passé le niveau de la grille, moi je m'en fous. Je passe directement Vous à la tête, arrivez, j'essaie de et vraiment. oui, vous êtes dans les égouts. Donc l'air est très humide, l'odeur est assez pestilentielle. Tu fais un rapide tour autour de toi de regard, Lucie. Tu vois à peu près où tu es. Tu es dans une section pas loin de la petite ceinture, cette espèce de coulée verte, ces anciens rails de cheminement qui entourent Paris. Donc cette voie ferrée abandonnée, tu la connais et tu es pas loin d'une sortie. Je me tourne vers les garçons, je leur dis je reconnais, c'est un endroit que je connais, il y a une sortie pas loin. C'est à quelques mètres, à quelques dizaines de mètres. Une échelle qui débouche sur une bouche d'égout. Alors on y va. Je suis complètement extatique. Vous y allez ensemble. Ouais, on y Ouais. va tous. Vous allez vers cette sortie. Et oui, effectivement, il y a cette échelle. Il n'y a plus qu'à la gravir. Moi j'ai un bras Des en dizaines moins. d'échelons. Je commence à monter D'accord. sans faire attention à ni Lucie, ni Sacha. Je commence à grimper sans même vérifier si les barreaux vont céder sous mon poids, quoi. Ah, ils ne cèdent pas sous ton poids, ils sont bien accrochés. Tu montes avec facilité, vu ton adrénaline. Et tu es face à une plaque d'égout qui est fermée. Ben, je porte tout mon poids avec mon dos et mon épaule pour essayer de la soulever. D'accord. Pendant ce temps, Donc, on regarde. On attend, on espère qu'il va réussir à la soulever. oui, il y arrive. Et on voit du coup même la couleur du ciel, même si il fait certainement nuit. Mais soudain, on a une odeur de dehors. Une odeur d'air frais, une odeur de... Il y a un air frais qui s'engouffre un peu. En tout cas, c'est ce que tu t'imagines. Et ça t'appelle. C'est un soulagement. J'ai l'impression que je vais pleurer de joie. Mais je peux pas monter, j'ai un bras en moins, donc je dis aux garçons, bah montez, peut-être après vous pourrez me hisser. Non, je pense qu'au contraire, il faut mieux que tu sois au milieu, comme ça il y en a un qui te porte. Moi, je et l'autre qui- déboule dehors, Ouais. faisant pas attention à vous du tout, et je fais très attention à ce qui se passe en dessous de moi. Non, je lui demande rien, Sacha, je monte comme je peux. Et je m'extire pas avec peine, avec mon bras valide de ce D'accord, trou toute seule. infâme. Toute seule, tu y arrives. Je me Tu montes à la force de ton bras, de tes jambes. Et C'est un dernier effort, un arrivé dernier. en haut, je Ouais, pareil. pousse un cri de soulagement. D'accord. J'étais en dessous, j'essayais, je faisais un peu rappel au cas où Lucie était en difficulté. Je regarde un peu aussi à droite, à gauche de là où on vient, juste voir si on n'est pas suivi. Visiblement non. Donc je continue à monter et je regarde le ciel, la nuit. Et il fait nuit et c'est même une nuit sans étoiles. Sans étoiles, on est à Paris. C'est une nuit sans lune aussi d'ailleurs. Et du coup je sors avec eux. Eh bien, vous avez déboulé dans la petite ceinture. Donc, ce sont des rails, des voies ferrées abandonnées avec de la végétation qui pousse un peu de partout. Quelques tunnels au loin. Et puis, oui, l'air frais. La vie. Ah, ok. La vie, J'ai cru que ça allait tuer mon- L'odeur. l'ambiance de la nuit parisienne, un peu en fond. Mm. Oui, vous êtes dehors. Enfin. Enfin. C'est comme quelqu'un qui n'a pas bu depuis des jours et qui prend sa première gorgée d'eau. C'est... Moi, j'y croyais pas là. Je me suis dit, ah, ça se trouve, Arte voulait quelque part d'autre. On n'est pas là du tout. On croit. C'est. Ah, mais trop content. Trop content. Vous partagez ce sentiment de liberté, de soulagement, véritablement. Et puis, rapidement, vous dites que vous avez quand même laissé un ami derrière vous. Comment avez-vous pu faire ça? J'ai du mal à réaliser que tout ça est réel. J'ai du mal à réaliser l'attitude que j'ai eue. Les coups, la morsure à Sacha. J'ai du mal à réaliser la violence dont j'ai fait preuve. Je me reconnais pas trop et je ne veux pas y penser, pas tout de suite. Je suis le sang séché de ma tête, me rappelant que c'est le dernier geste, un geste que j'ai pu voir de Jean.
Je regarde mes affaires, la petite sacoche comportant encore les grenades. Puis je me dis, de toute façon, je m'en fous, j'ai envie. C'était pas... Si on l'avait aidé, il serait mort, et nous aussi. Et enivré là par le ciel, par l'air pur, je suis triste et à la fois mon instinct de survie est plus fort et se félicite quelque part. Et je me dis que demain pour la peine, on attendra demain pour la tristesse. Aucun d'entre vous n'a même songé à aller au commissariat. Vous avez vécu l'enfer, l'horreur. Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Que vous avez laissé quelqu'un aux mains d'une créature surnaturelle? Qui pourrait bien vous croire? Je me dis que je n'y refoutrai plus jamais les pieds. Je pense même que je quitterai Paris. Je commence à me dire ça. Retourner à Marseille ou dans le Nord. Mais je veux plus jamais descendre dans les égouts, ni descendre dans n'importe quel sous-sol. Je veux plus. Je veux toujours rester à la surface. Après ces événements, donc, vous vous êtes quittés aussi bien spontanément que vous vous êtes réunis pour l'exploration. Mal à l'aise, gênés, bouleversés, vous avez le sentiment que vous devez vous éloigner même les uns des autres, au moins pendant un temps. Une partie de vous veut enfouir cette expérience et jeter la clé. Les mois ont passé. Axel, quand tu as posé ces événements à froid, tu as eu une espèce de culpabilité insidieuse qui a émergé en toi. Tu as été assez fort peut-être pour penser à ta survie, mais tu as clairement laissé un ami avec qui tu as partagé ton enfance. Alors c'est écrasé par cette culpabilité que tu diriges ta vie maintenant, au fil des mois, des semaines qui passent. Tu es reparti très précipitamment en Bretagne, dans ta résidence secondaire qui est aussi une maison familiale, loin de l'agitation parisienne. Tu y retournes pour prendre du temps pour toi. C'est ce que tu as dit en tout cas à tes collègues, et puis à ta famille aussi. Tes collègues, eux, ils pensent que tu vas faire un tour là-bas pour y faire la bringue, et faire encore un de tes stages sportifs. Et puis pour ta femme et tes enfants, ça a été plus compliqué à négocier, surtout avec ta femme, parce que tu n'as pas finalement donné de raison valable à ces vacances improvisées, au retour incertain. Vous êtes partis fâchés, très fâchés. Sur place en Bretagne, tu n'as pas repris l'escalade ni la varap, malgré les relances de tes amis. Non, tu préfères rester seul. Tu passes tes journées près des falaises si joliment ciselées de la côte bretonne. Le froid, le vent et la pluie de ces derniers jours, loin de te rebuter, sont des compagnons que tu apprécies pour tes promenades. Le temps aujourd'hui sur les falaises près de ta maison est nuageux, sombre. Il y a beaucoup de vent. Une tempête se prépare. Encore une fois, tu te refais le film des événements. Tu revis encore et encore cette scène où toi et tes compagnons ont précipité Jean à un sort funeste. La mer, d'un noir profond, est particulièrement déchaînée aujourd'hui. Les vagues viennent se fracasser en contrebas sur les rochers. Et à l'instar de ce paysage, il y a une véritable tempête sous ton crâne. Dans ton esprit, les souvenirs se mêlent, s'entrechoquent, se heurtent, se brisent, jaillissent, t'échappent. Tu te dis que, finalement, le seul moyen de faire disparaître cet état de confusion serait de te jeter dans les abysses qui sont devant toi. Une chute fatale qui mettrait un terme à la folie qui te menace. Feras-tu le premier pas? Ou te raccrocheras-tu à cette pulsion de vie une nouvelle fois? Lucie. Malgré cette promesse que tu t'es faite à toi-même en sortant, c'est plus fort que toi. Tu veux en avoir le cœur net. Tu prends avec appréhension ton téléphone portable. Tu parcours les fichiers vidéo
Le métro, l'entrée des catacombes, la rave party, le tombeau et puis bientôt la salle où il y avait la fresque et les écritures de Marie-Louise. Mais alors que tu t'apprêtes à visionner ton entrée dans la salle, la vidéo devient noire. Et puis il y a des hachures horizontales qui t'indiquent qu'il y a une corruption de fichiers. Le son sature complètement. Ça alterne rapidement entre des aigus perçants, des graves assourdissants, et puis plus rien. Le noir complet pendant de longues minutes. Tu parcours les autres fichiers, toutes les miniatures sont noires, toutes les autres vidéos sont corrompues. Tu restes chez toi, tu ne donnes plus de nouvelles pendant quelques jours, cloîtré, et malgré les gens qui viennent toquer pour prendre tes nouvelles, non, tu restes muette, tu fais la morte. Tes vidéos à la galerie, ton travail, tes amis, la petite cour artistique autour de toi. Tout ça te semble désormais insipide. Est-ce que c'était réel ? Tu sais ce que tu dois faire. Un soir, tu allumes ton ordinateur, tu commences à monter d'anciens fichiers vidéo et tu intègres les fichiers corrompus. Tu commences à les travailler, tu les tords dans tous les sens, tu augmentes le son, tu réduis la vitesse, tu coupes, tu recolles, tu ajoutes des nouveaux éléments comme des vidéos de rats qui font un festin, qui se mutilent entre eux. Tu prends de la drogue, beaucoup de drogue. Tu fais des mélanges et pour couronner le tout, alors que tu t'étais interdite de le faire, tu t'es mise à boire. Comme papa. Tu es en transe et cela te provoque un sentiment ambigu, complexe. Les couleurs sont sombres. Le son est saturé, le sens cryptique, le montage audacieux. Tu contactes la joie de cette créativité sans limite. Et puis du dégoût, une envie de vomir. Il faut que tu termines, c'est nécessaire. C'est vital. Après une nuit blanche, tu recules, comme sorti d'un rêve, d'une transe dans laquelle tu n'étais plus totalement aux commandes, et tu lances du début ta nouvelle création. Et à mesure que tu découvres ton travail, une peur viscérale s'empare de toi. Une peur primaire. Tu te sens en danger en visionnant ces images. Tu finis par ressentir qu'à travers cette œuvre que tu as créée, une force indicible, tapie dans l'ombre, s'adresse à toi et s'exprime à travers toi. Sacha. Sacha, tu n'arrives plus à savoir à quand remonte la dernière fois où tu as dormi. Plusieurs jours, plus d'une semaine peut-être. Ton appartement, qui est si ordonné d'habitude, est totalement négligé. Tu as cette impression constante que quelqu'un ou quelque chose t'épie lorsque tu te couches. De fait, tu as pris l'habitude de veiller tard en te plongeant avec obsession dans tes livres et tes recherches sur les catacombes. Car en fait, toi aussi tu n'as pas pu décrocher. Tu es en quête de réponses. Tu parles tout seul désormais dans ton appartement. Le sens de ce que tu as vu t'échappe encore. Et tu maudis Lucie de t'avoir embarqué là-dedans. Tu maudis Jean et ses foutus catanotes. Tu finis même par maudire ton frère décédé. Après tout, c'est à cause de lui si ces catacombes t'ont obsédé. Sa carte, tu l'as retrouvée dans tes affaires complètement détrempée, déchirée, souillée. Cette découverte, ça t'a brisé le cœur. Ce soir, Sacha, tu es encore dans ta bibliothèque. Tu regardes des livres rares sur des cultes liés aux catacombes, sur les fresques. Tu cherches des informations sur cette Marie-Louise, mais rien ne correspond à ce que tu as vu. Tu as l'impression que tu ne trouveras aucune réponse. Peu importe les recherches que tu mèneras, cette pensée te déprime. Tu te sens vraiment impuissant à mesure que ta lucidité vacille. Vers 4 heures du matin, épuisé, tu décides de te coucher. Bien sûr, tu as du mal à trouver ton sommeil. Tu as trop chaud, trop froid, tu étouffes sous les draps. Puis l'instant d'après, tu te sens nu sans eux. Finalement,
Tu t'endors. Mais quelque chose te réveille aussitôt. Tu es allongé sur le dos. Il y a quelque chose qui goutte sur ton visage. Tu l'essuies. C'est poisseux. Tu éclaires la lampe à côté de toi. Tu cherches à tâtons tes lunettes. Et tu ressens encore quelques gouttes sur ton torse. Tu vois que c'est noir. Tu relèves la tête. La créature des catacombes flotte au-dessus de ton lit, le dos plaqué contre le plafond, ses bras étirés à la manière d'un oiseau. Ses longs cheveux de jet grandissent et s'étalent le long de son corps et du plafond. Et le liquide noir qui semble couler perpétuellement de cette créature, ça se fige au niveau de son visage. Ça s'éclaircit jusqu'à laisser paraître de la peau, des lèvres, un nez, des yeux châtains. C'est le visage d'une jeune femme d'une grande beauté. Et cette femme, Sacha, elle te sourit. D'un sourire bienveillant. Tu sais qui est cette femme. Tu ne l'as jamais vue, mais tu sais qui c'est. Et lentement, Sacha, lentement, elle te tend la main. Est-ce que tu acceptes cette main tendue? Oui. Elle sourit. Elle semble heureuse et apaisée. Et c'est la fin de cette histoire de Uncanny Stories. Merci à vous. Et merci à vous, chers spectateurs, de nous avoir visionnés. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en nous mettant un pouce bleu et en partageant cette vidéo autour de vous.